Alors, on poursuit notre route des vins et on va passer sur l'appellation Pauillac. Alors, Pauillac, c'est un petit peu le phare de la viticulture du Médoc et on va être sur le château Lynch-Moussas, millésime 2014. Alors, l'appellation Pauillac, au sein du Médoc, c'est considéré comme la plus forte concentration de croupe de grave du Médoc. Alors, croupe de grave, on n'a pas arrêté d'en parler, hein, donc ce sont ces petites collines, ces petites ondulations qu'on a au sein du Médoc et dans les graves aussi, hein, dans les graves Pessac-Léognan, constituées de cailloux, de galets, qui vont permettre, en termes de microclimat, de favoriser la maturation de la baie, puisqu'on va emmagasiner la chaleur, la réfléchir, hein, quand le soleil tape, on la réfléchit, et ensuite on l'emmagasine et on la restitue. Donc tout ça, ce sont des choses qui favorisent la maturité de la baie. Donc une forte concentration de croupe de grave. On est sur un vignoble pour Pauillac qui a 80% de Cabernet Sauvignon. Donc c'est un petit peu le règne du Cabernet Sauvignon, hein. D'ailleurs, c'est aussi un vignoble en termes d'appellation qui est qualitatif, puisque vous avez 18 des crus classés qui sont au sein de Pauillac. Et d'ailleurs, 3 des premiers crus classés, hein, puisque au nord, vous avez, donc au nord de Pauillac, vous avez Château Lafite Rothschild, juste en dessous Mouton Rothschild, et au sud de l'appellation Pauillac, vous avez Château Latour. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, hein, juste pour l'histoire, donc là c'est les 3 premiers crus classés qui sont à Pauillac, que je viens de vous citer. Il faut savoir que dans ce classement de 1855, donc il n'a pas bougé depuis 1855, il y a juste une actualisation qui a été faite en 1973, c'est le château Mouton Rothschild, à Pauillac, qui est passé de second cru à premier cru. De second cru à premier cru. Donc le classement a été réactualisé. Donc à l'époque, en 73, hein, c'était Chirac, hein, qui était ministre de l'Agriculture. Donc on imagine, hein, que le baron Philippe lui a fait déguster son vin pour le convaincre de la qualité, le faire passer en premier cru. C'est la seule actualisation qu'il y a eu. Alors d'ailleurs c'est marrant parce qu'à la base, la devise de Mouton Rothschild, c'était premier ne puis, comme premier cru je ne peux pas, donc premier ne puis, second ne daigne, mouton je suis. Donc ça c'était de 1855, on va dire à 1973, c'était sa devise. Et ensuite à partir de 1973, il l'a changé, il a dit premier je suis, second je fus, mouton ne change. Parce qu'évidemment pour le baron Philippe, la qualité du vin justifiait amplement que le vin soit en premier cru classé, que ce soit en 1855 ou à n'importe quel moment. Donc c'était juste pour la petite parenthèse. Donc nous on va déguster ensemble le château Lynch-Moussas. Alors c'est donc vendange manuelle, élevage en fût neuf à 60%, sur des durées d'élevage de 18 mois. On va voir ce qu'on retrouve au nez, si on a ces caractéristiques qui sont marquées. Alors, on reprend les 3 étapes de la dégustation: visuel, olfactif, gustatif. En termes de visuel, je penche bien mon verre de vin sur une surface blanche et je regarde si je vois des petits dépôts. Et bien là, c'est plutôt limpide. Donc on coche limpide. Je prends comme toujours, hein, la petite fiche de dégustation. Et puis je suis les termes pour qu'on parle à peu près le même langage en termes d'analyse du vin. En termes d'intensité, c'est soutenu. Alors pourquoi je ne vous dis pas intense? Parce que, alors après c'est vrai qu'on le fait de manière comparative, donc c'est plus facile. Peut-être que si vous le dégustez sans rien comparer, vous allez me dire je trouve que le vin est intense, mais il a un petit peu moins marqué en termes d'intensité que le précédent. Donc pour moi c'est un vin qui est soutenu. Avec une couleur rubis. Donc en cours d'évolution, on n'a pas encore du tout les reflets tuilés qui commencent à apparaître, hein. En même temps on est sur un jeune vin, on est sur un 2014 ici, hein. Alors en termes de nez, premier nez. Donc déjà vous allez avoir quelques arômes éventuels. Mais comme toujours, moi je fais le premier nez, puis le deuxième nez, j'enchaîne les deux, hein. Donc j'oxygène le vin dans le verre, et on voit ce que ça donne. Clairement ouvert, hein. Donc déjà pas de défaut, et c'est un vin qui est ouvert. Alors, je vous préviens, c'est un vin qui a besoin de respirer, hein. Là, dans le cas des vinotes, comme c'est aussi une dose de dégustation, ça va vite s'oxygéner dans votre verre. Vous faites tourner, vous l'oxygénez, vous allez voir que le vin va s'ouvrir, et que la gamme des arômes va changer, elle va évoluer. Moi là par exemple c'est un vin que j'aurais pu mettre en carafe, hein. Là il se trouve que quand je fais les dégustations sur les masterclass, je mets bien les bouteilles en évidence. Là dans le cas d'un dîne œnologique, un petit coup de carafe ça lui aurait fait du bien. Parce que l'intérêt des carafes
Donc vous savez, c'est que vous avez un fond qui est large, hein, donc un fond large, ça permet d'avoir une grande surface de contact entre le vin et l'air. Donc quand on fait tourner le vin dans la carafe, il respire, il s'ouvre et ça permet de révéler les arômes. Donc là, ça lui ferait du bien. Donc, je dis ça aussi, hein, je parle un petit peu pour le laisser s'oxygéner. Alors, qu'est-ce que j'ai d'abord en premier nez, et tout de suite, qui est très marqué, et qui va peut-être presque vous choquer par rapport au vin précédent, c'est les notes de cuir, les notes animales. On sort de l'écurie, hein. Donc on a vraiment les notes de cuir d'animal qui sont bien présents. En termes, je regarde un petit peu la liste des arômes aussi que je vous donne. Bon, je suis obligé d'aller un petit peu plus loin que la liste des arômes, hein, donc c'est pas grave. J'ai aussi quelques notes fumées, donc c'est dans la catégorie empyromatique. Des notes de torréfaction, de café. Vous pensez aussi, je ne sais pas si vous connaissez, hein, les boîtes à cigares. Vous ouvrez la boîte à cigares et vous sentez. Alors vous faites même expérience, vous fermez les yeux, vous sentez votre vin. Vous imaginez une boîte à cigares. Vous allez me dire si je suis complètement à côté de la plaque ou pas. On a ce type d'arôme, hein. Donc vraiment une note de torréfaction. Alors, ça veut dire quand même une chose, ça veut dire que le bois est bien présent. En même temps, le vin est jeune. C'est un vin, alors on est sur un des crus classés. Alors, c'est pas forcément la raison pour laquelle, hein, le vin a besoin de vieillir plus longtemps. Ça peut l'être pour donner un repère, mais pas toujours. Là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que le bois est encore bien présent et le fruit, on a intérêt à bien oxygéner pour l'avoir. Et le fruit que vous allez avoir, c'est quelques notes de prune assez, presque qui touche au pruneau. C'est-à-dire un fruit noir qui est très mûr. Mais honnêtement, toute la gamme des arômes que je vous ai cités au premier nez et au début de l'oxygénation, c'est vraiment toutes les gammes boisées, épicées, donc des notes tertiaires, des notes d'élevage qui sont bien présentes. Donc un vin qui a besoin de vieillir quand même, hein. On a dit un petit coup de carafe, ça lui ferait du bien, et ben un petit séjour en cave de quelques dizaines d'années, ça lui ferait du bien aussi, hein. Alors, en bouche, qu'est-ce que ça donne? Et comme toujours, quand on déguste ces vins, on met toujours un petit peu de temps pour faire les commentaires, parce qu'on prend le temps de rincer les tanins. Alors, je reprends l'étape de votre fiche. En termes de sucre, c'est sec, pas de problème. Le velouté que vous avez peut-être retrouvé, je vous rappelle que là, on qualifie vraiment le niveau de sucre. Le côté velouté que vous avez retrouvé, c'est l'alcool, le glycérol, c'est le gras du vin, c'est l'onctuosité, ce n'est pas le sucre. Donc c'est sec. Pardon, en termes d'alcool, c'est moyen. L'acidité est fraîche. C'est-à-dire que l'attaque n'est pas du tout sur la vivacité, c'est pas une attaque nerveuse, c'est au contraire une attaque qui est beaucoup plus ronde. En termes d'acidité, je qualifierais un vin de frais. Les tanins sont de moyen à charpenter. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal à les rincer, ils sont encore gras. Souvenez-vous, un encépagement dominé par le Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, c'est un raisin avec une peau épaisse. Donc, ça, si vous avez suivi la partie théorie, je crois que j'en ai parlé aussi sur la théorie, hein, puisqu'on a parlé du Cabernet Sauvignon. Une peau épaisse, c'est-à-dire que quand je presse mon raisin, enfin même avant de le presser, quand je le foule en fait, hein, donc j'ai le jus de raisin qui est en contact avec les peaux, donc comme du thé qu'on met dans de l'eau. Et quand vous mettez beaucoup de thé dans un peu d'eau, ça fait un thé qui est très tannique, très amer. Un thé pour lequel vous avez la langue qui accroche au palais. Et bien pour le vin, c'est la même chose. Quand vous avez beaucoup de peaux qui sont avec un petit peu de mou, un peu de jus, et ben vous allez extraire toutes les caractéristiques, tous les apports de la peau en fait, hein. Donc, notamment les tanins, les pigments colorants et certains types d'arômes. Donc là, on trouve bien les tanins qui sont présents. Alors, en termes de qualité de vin, moi, c'est un vin que je qualifierais de fameux parce qu'il lui manque aussi une certaine fraîcheur d'une part, du fruit, et les tanins sont encore bien présents, bien durs. C'est un vin qui a besoin de vieillir aussi pour assouplir ses tanins. On a un vin ici qui est en cours d'épanouissement. Je me rends compte que pour la plupart des vins que vous allez déguster ici, alors bon après on a le Margaux qui sera plus évolué, hein, beaucoup plus, mais on a à chaque fois des vins qui ont besoin de vieillir encore pour parvenir à leur apogée. On a des vins en cours d'évolution. Donc voilà pour la dégustation de ce Pauillac 5e cru classé Château Linche Moussas.